Alors, je suis chargé de capturer votre attention pendant une vingtaine de minutes. Je vais commencer par vous raconter mon réveil. Je me suis réveillé à Bruxelles, ce qui arrive souvent parce que je suis bruxellois et belge. Donc là, jusqu'à présent, c'est pas extraordinaire. Et puis après, je vais à la gare. Et à la gare, je monte dans une rame de train qui s'appelle le Thalys, qui va jusqu'à Marne-la-Vallée. Et je monte dans un train qui est plutôt avec, comme vous connaissez, en fait, un couloir tout en long. Et toutes les rames, en fait, se ressemblent. Et puis après, à Marne-la-Vallée, je change de train. Donc je vais vers Angers. Donc j'ai pris le train vers Nantes. Là, de nouveau, je monte dans une rame avec un couloir central. Et puis après, je me trompe de rame. J'ai un contrôleur récalcitrant qui me demande de traverser 2 autres rames. Mais je n'ai pas rencontré d'autres rames de wagons que ça aujourd'hui. Et en général, je ne rencontre jamais ça. Alors ça, ce n'est pas pour transporter les vaches, c'est un wagon de voyageurs. C'est un wagon qui a existé pendant 20 ans. Donc il a fallu 20 ans pour que l'homme, les femmes, les ingénieurs se disent qu'avec un chemin de fer et une plateforme métallique pour avancer nombreux et plus vite, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous regardez, on va faire une compilation de diligences. Et il a fallu 20 ans pour comprendre que c'était quand même plus facile d'inventer le couloir central. Et ne fût-ce que pour aller au bar, je vous assure que c'est plus facile. Et pour les grèves de la SNCF, vous imaginez si les serruriers font la grève, dans votre pays, c'est quand même assez compliqué, quoi. Donc avec un couloir central et simplement 2 portes, c'est beaucoup plus facile. 20 ans, c'est énorme. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait actuellement. Facebook, c'est 2004. LinkedIn, Bruno, 2003, 2004, 2002, voilà. Donc on est presque en 2020, donc on est presque à 20 ans. Et encore actuellement, on commence seulement, grâce notamment à Loïc Simon, à faire des sessions d'initiation, comment utiliser les réseaux sociaux qui existent depuis 20 ans. Et pire, on ne sait toujours pas ce qu'on doit vous enseigner. Donc moi, je suis au regret de vous annoncer que si vous avez rencontré des consultants qui ont réussi à implémenter le social selling dans une grande entreprise, ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent. J'ai fait dépenser beaucoup d'argent à des sociétés, mais des implémentations dans des grands comptes réussies, je n'en connais pas. On connaît un certain nombre de choses. On a arrêté de se battre, par exemple, sur la définition. Donc maintenant, on est tous d'accord, c'est utiliser les réseaux sociaux pour vendre et se vendre mieux. Ça, plus ou moins tout le monde est d'accord sur la définition. Il y a une deuxième chose sur laquelle on est plutôt d'accord. Ça, c'est une phrase qui a été inventée une année avant l'existence de Facebook. C'est un New-Yorkais, c'est Brian Solis. Et Brian Solis, il dit cette phrase. Et il dit, on arrive dans une ère assez prémonitoire où les marques vont devenir de plus en plus humaines. Rappelez-vous, si je retombe sur les trains, je ne peux pas parler que des trains aujourd'hui, mais le train maintenant s'appelle Inouï. Inouï, c'est une expression humaine, hein, c'est inouï ça. Et donc en fait, on ajoute des smileys, des bras et des jambes aux pots de yaourt, aux voitures, donc les marques deviennent humaines. Et alors ce qui est complètement fou, j'étais pas là ce matin, mais tous les gens qui se sont présentés pour animer les ateliers, il n'y en a personne qui s'est présenté au nom de sa marque. Donc moi, je brande la marque Philippe de Liège. C'est vrai que j'ai une société qui s'appelle Estocada, et qui est la marque ombrelle de tous les gens qui travaillent et qui accomplissent les missions de ghostwriting que je gagne. J'ai oublié de le préciser, donc j'exerce le plus vieux métier du monde depuis la naissance de l'écriture. Donc j'écris à la place d'autres personnes, des patrons sur les réseaux sociaux. La deuxième chose que l'on sait, c'est la promesse. Donc moi, je suis devenu un social seller. Donc j'ai réussi à implémenter le social selling dans mon cerveau. Et le résultat, c'est que j'ai diminué la durée de mon cycle de vente. Auparavant, il me fallait parfois 6 à 8 visites pour convaincre quelqu'un qui ne me connaissait pas encore. Mais tenez-vous bien, pour l'instant, la plupart des gens que je rencontre, et ma moyenne c'est 1,2, les gens me signent lors de la première rencontre. Donc au lieu de faire 7 visites, et mon coût visite est plus ou moins de 368 € par visite, donc j'ai déjà économisé 6 fois 368 € quand la personne me signe un putain de bon de commande. Hein?
Il n'y a personne n'a encore pensé, mais c'est vrai que j'ai une marge de manœuvre et je pourrais faire un geste si il est compliqué. La deuxième chose, c'est que j'ai augmenté la taille moyenne de mes bons de commande. Donc le dernier bon de commande signé, première visite, 27 000 € de marge brute. Auparavant, je vendais de la consultance. Après 7 à 8 visites, le gars dit oui, il paraît un peu fou, mais il paraît comme un peu crédible, donc on va le tester une demi-journée, une journée, donc bon de commande moyen à 500 à 2000 € maximum. Et maintenant, après une première visite, je vends 27 000, quoi. Et je parais toujours aussi fou qu'avant. Donc il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Donc il est clair que la promesse est très forte. Alors pourquoi ça ne marche pas? On fait un petit peu partie du lot. Vous avez déjà vu, entendu aujourd'hui, c'est Loïc Simon, hein, cette boule d'énergie, on ne sait pas ce qu'il prend le matin. En général, à 22h, ça s'éteint un petit peu, mais c'est quelqu'un de très agité. Et la première chose qu'on a fait, et moi j'y ai participé, c'est qu'on est trop enthousiaste. Et je viens de le faire. Je viens de vous faire saliver. J'ai réduit la taille de mon cycle de vente, j'ai augmenté la taille de mon bon de commande moyen. Et naturellement, ça, c'est être très enthousiaste. Mais pourtant, on va s'apercevoir que c'est plus compliqué que prévu, ça a coûté plus cher que prévu et ça va être plus complexe que prévu. On a fait preuve de trop d'enthousiasme et également on s'est trompé. Et là, je parle des nouveaux gourous. Bruno, c'est un nouveau gourou. Michael Aguilar, par exemple. Nicolas Caron, c'est un ancien gourou. Ils sont encore compétents. Hein. Ils disent encore des choses très justes, même s'ils ont un peu retourné leur veste. Mais ils sont encore compétents. Mais je vais d'abord parler des jeunes gourous. Et j'aime pas le mot gourou, mais bon, on me met dans les gourous. Donc voilà, j'assume ma gourou attitude aujourd'hui. On s'est trompé de programme. Là, quand on commence à former les gens, on leur commence par leur dire, on est dans le règne du partage. On a découvert un outil, on va pouvoir collaborer ensemble. Et vous dites ça à quelqu'un qui sort de l'UNIF, qui a 22 ans, qui est né pas avec Facebook, mais dans Facebook, quoi. Et donc, depuis qu'il est tout petit, il collabore avec tous ses élèves, en fait. Donc moi, en effet, j'ai été éduqué, on ne copie pas sur son voisin, tu es jugé sur tes compétences propres, Philippe, et ça, si tu ne le fais pas bien, tu vas être sanctionné. Alors que maintenant, eux travaillent, depuis qu'ils sont à l'école, en mode collaboratif. Donc qu'est-ce qu'on fait? En se trompant de programme, on se fait passer pour des cons. Et des vieux cons. Hein. Vous voyez que je suis tempe grisonnante, ou plus, barbe blanche. Donc voilà, ce qui m'arrive, ce que je craignais d'être pris pour un vieux con par rapport aux jeunes, ben oui, on s'est fait prendre pour des vieux cons à enfoncer des lapalissades en faisant des portes ouvertes, des lapalissades par rapport à ce public jeune. Et naturellement, on n'est pas validé par eux. Mais c'est qui ce vieux con-là qui raconte ce qu'on sait déjà et qui dit que c'est révolutionnaire? Pour eux, c'est tout à fait normal. Par contre, nous, les vieux cons et jeunes gourous, Loïc Simon, Philippe de Liège, Bruno est plus jeune que nous, on a une vraie valeur, c'est-à-dire qu'on a vendu depuis 28 ans. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, ça fait 28 ans que je vends. Et naturellement, je maîtrise un certain nombre de techniques commerciales. Chaque année, je me force à lire 4 à 5 bouquins de techniques commerciales nouveaux pour détecter des nouvelles techniques. Et finalement, toutes les techniques sont réparties en grandes étapes: préparation, découverte des besoins, enfin casser la glace, découverte de besoins, recommandations, conclusion, argumentation, etc. Vous les connaissez. Et ce qui change pour l'instant, c'est que les étapes n'ont pas changé, mais par contre, les techniques se sont déplacées. Et là, on peut apporter de la valeur. Donc, comme j'ai fait un petit discours d'universitaire, je vais essayer de le rendre plus concret. Je me rends à Rennes, à un Social Selling Forum. Le Social Selling Forum se passe plutôt bien, et puis je découvre qu'il y a un événement de networking. Jean-Christian, je suis tes exemples, et je me dis, tiens, mais je vais m'imposer dans cet espace de networking. Et les premiers mètres, il y a quelqu'un qui me reconnaît. Ah, je suis plus connu que Brad Pitt, de DiCaprio, quoi. Arrête, je connais personne. Le gars me reconnaît. Ah, vous êtes Philippe de Liège? Oui, c'est moi, je suis Philippe de Liège. Ah, c'est vous qui faites des vidéos tennis tous les jeudis matins? Ah oui, je suis ce Philippe de Liège-là, qui ne sait pas jouer au tennis, mais qui explique le tennis et le management. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Il m'a fallu un temps fou pour comprendre ce qu'il fallait faire quand ça m'arrive, parce que ça m'arrive de nombreuses fois. Et puis là, je me dis, je vais être enfin plus malin. Le gars, manifestement, il a, à mon petit niveau, une petite star.
Il est très content de la rencontrer. Il est très content de regarder mes vidéos. Et puis là, je me dis, écoute Christian, j'aimerais bien avoir un client breton. J'ai des clients à Bruxelles, à Genève et à Paris, mais en Bretagne, je n'ai pas de clients. Et mon client idéal, en fait, il a en général entre 28 et 32 ans. C'est plutôt un garçon. Et on a une autre tranche de clientèle, c'est entre 58 et 68 ans. C'est souvent une femme ou un homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un, et si possible des sociétés quand même un peu, qui en ont sous la pédale, donc plus de 200 personnes, je suis sûr que toi, René, je ne sais plus, enfin il habitait Rennes, et je dis, est-ce que tu peux me recommander à quelqu'un dans la salle? Est-ce que tu peux m'introduire à quelqu'un? Ah ben si, bien sûr. Et naturellement, il m'a introduit auprès de la seule personne que je devais rencontrer ce jour-là, et naturellement, je suis sorti avec un bon de commande de 7000. Parce qu'en fait, j'étais validé de toutes parts. Là, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Ben, j'ai simplement exploité la technique de recommandation. Ce gars est client chez moi, alors que je ne lui ai jamais rien facturé, et il a une dette morale par rapport à moi. Puisqu'en fait, je l'amuse depuis presque 2 ans avec mes vidéos à la con, mais il me renvoie la balle pour me faire plaisir, et je gagne 7000 €. Mais donc, vous voyez, c'est une technique de recommandation. Auparavant, c'est quand vous aviez des clients existants. Et donc, vous voyez que cette technique s'est déplacée. Ça, c'est la valeur des vieux cons. C'est que, sur base de notre expérience, on peut faire progresser des équipes commerciales. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de ceux qui ont retourné leur veste, et heureusement d'ailleurs qu'ils le font. Michael Aguilar dit des choses pour le moment passionnantes, donc assister à des conférences sur le commercial digital, idem pour son concurrent Nicolas Caron. Néanmoins, il continue à faire quelques erreurs. Et par exemple, il vous bassine qu'il faut être, pour un commercial, il faut être résilient. C'est un métier de merde dans lequel on va prendre des claques toute sa vie. Moi, j'ai connu ça pendant 23 ans. Donc, je rencontrais plein de gens enthousiastes, parce que j'étais enthousiaste, mais ils n'avaient pas de pognon, ou j'arrivais trop tôt, ni trop tard. Et donc, j'avais besoin d'un directeur commercial, un psychologue, qui me remontait le moral le vendredi, qui m'offrait un petit peu des sous pour aller boire des bières, et je revenais un petit peu en forme le lundi, avec peut-être une envie de continuer à vendre et me reprendre des claques pendant une semaine. Alors que là, je viens de vous expliquer qu'un bon social seller ne prend plus de baffe. Quelqu'un qui devient un social seller, il est successful. Il n'y a plus de gestion d'échecs. Moi, quand je rencontre quelqu'un, pourquoi il me signe tout de suite? Mais parce que je le rencontre au bon moment. J'ai identifié sur les réseaux sociaux qu'il a un comportement bizarre, qui fait que c'est le moment qu'il faut le rencontrer, et qui m'a déjà identifié comme quelqu'un qui pouvait résoudre son problème. Donc je n'ai plus de stress, et même j'ai des problèmes de luxe, parce que quand je vends trop, je dois trouver des ressources pour exécuter ce que j'ai vendu. C'est un autre problème. Et là, pour le moment, il vous bastine sur le fait qu'il faut aider ces gens à se redresser. Il n'y a plus personne à redresser quand il devient social seller. Donc ils se trompent eux aussi de programme. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire de mieux? Mais vous voyez la dégaine que j'ai aujourd'hui. Enfin, moi, il y a presque 4 ans que j'ai pu acheter de costumes. Et je grossis, je maigris, etc. Enfin, en fonction des contraintes. Les contraintes, vous comprenez. Et c'est vrai que voilà, je me suis habillé à ne plus ressembler à un homme d'affaires. Et il m'arrive, à un moment donné, il y a un lead qui remonte. Quoi. Ils sont intéressés par ma ligne. Je ne fais pas que parler tennis, mais je fais également des articles de fond. J'ai publié également des bouquins. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Et puis je vois, rien que la tête de son profil, ce gars, il ne va jamais m'acheter. Quoi. Je vois bien, le mec, il est trop sérieux pour moi. Quoi. Il va pas rentrer dans mon délire. Mais dans mon équipe, il y a par exemple Rosiane Adela. Et Rosiane Adela, vous pourriez croire qu'elle vient de chez BNP Paribas. Quoi. La fille parfaite, cadre moyen, bien propre sur elle, qui parle comme il faut, pas de grossièreté, etc. Et naturellement, je vais envoyer Rosiane. Donc qu'est-ce que je fais? Principalement, je suis devenu un directeur de casting. Donc je fais du bruit pour que les leads arrivent, et puis après, j'envoie la meilleure ressource, et la ressource la plus proche de l'ADN en termes psychologiques. Quoi. Pourquoi aller envoyer quelqu'un qui n'a aucune chance de gagner? Quoi. Je vous regarde, hein. Je sais déjà, il y a identifié 2 qui pourraient m'acheter et un qui ne m'achètera jamais. I know it. Donc il y en a un, il va avoir le bonheur de rencontrer Rosiana, qui est plutôt jolie. Les 2 autres, ils vont devoir me subir. Donc vous voyez que le directeur
commercial doit devenir, en fait, doit se réinventer et, devenir un directeur de casting et vérifier plutôt l'aval que l'amont de la vente. Alors, à votre avis, quel est le troisième point de blocage pour lequel ça ne marche pas? Qui est en général très chiant. Ça pourrait être le patron, oui, mais je n'aime pas dire que je suis auto-chiant. Oui, mais les patrons sont parfois chiants, oui. Mais les patrons de quoi? De qui? Pardon? Oui, la confidentialité, oui. Mais en fait, le principal frein, ben, c'est le client, quoi. Le client qui est organisé comme ça. Il est organisé, même les startups sont organisées comme ça. Moi, j'ai fait des cours de théâtre. Dans toutes les troupes de théâtre, à un moment donné, il y a une pyramide qui se crée, en fait. Il y a un leader qui prend le pouvoir. Et dans toutes les sociétés, puisqu'on clame lors de tous les social selling forums, dans tous nos posts, dans tous les bouquins qu'on crie, dans toutes les vidéos, qu'il faut oser dire l'invraisemblable sur les réseaux sociaux. Pour que ça marche, il faut oser parler de la concurrence. Il faut oser dire que parfois vous avez merdé, mais que vous avez envoyé une boîte de pralines à la secrétaire de direction pour vous excuser et que vous avez fait un selfie avec elle et qui est très contente d'avoir un selfie, alors que vous avez pourri sa vie pendant 3 jours. L'occasion de ne pas publier des brochures qui sont trop corporate, qui disent rien. Le dernier contenu que j'ai envoyé, que j'ai reçu d'un client, est-ce que le contenu est bon? Et ça s'appelle une solution qui s'appelle User Corner, qui est 100% conforme aux besoins du client. Est-ce que tu trouves ça bien? Non, c'est pas bien, quoi. Déjà, je sais pas ce que fait User Corner, et en plus, qui es-tu pour me dire que tu es 100% conforme à besoin, quoi? Je comprends rien, quoi. Et donc voilà, il faut avoir le droit de ne pas publier de la merde et de la merde marketing, en fait, hein, des trucs qui ressemblent à rien, de faire des brochures corporate. 5 minutes, ouais. Ok. Donc là, à chaque fois que vous avez, il en suffit d'un, en fait. Le non, c'est toujours plus facile de vendre le non, on ne va pas le faire. Non, c'est dangereux. Non, ceci. Non, on m'a dit. Donc il faut faire oui, on va le faire, oui, on va le faire, on va le faire. Et c'est vrai que dans la pyramide, il se passe un réel problème. C'est qu'il en suffit d'un rebelle qui ne veut pas vous suivre. Et là, ça va coûter plus cher. Ça va être plus long que prévu et ça va être plus complexe que prévu. Tout simplement parce que les organisations, quelles qu'elles soient, sont plutôt en mode pyramidal. Et il va falloir une capacité de la renverser. Alors on va faire un travail, je ne sais pas si c'est la télépathie, voir si on a un peu de pouvoir. Est-ce que vous vous sentez capable à regarder cette pyramide et avoir la force morale, mentale, de la renverser et de la basculer de la gauche vers la droite? Ça a fonctionné dans toutes les villes de France, même à Bruxelles, même à Genève. Je ne sens pas suffisamment les ondes. Tout le monde y pense? Tous d'un coup? Bam! Ah! Fantastique. Vous êtes aussi fort que toute la France. On a renversé la pyramide. Et naturellement, pour que ça fonctionne, il faut que le premier patron, le patron, devienne le premier social seller de la boîte. Si le patron ne montre pas l'exemple, c'est impossible de déployer le social selling. Moi, je suis arrivé au stade, je refuse de former des équipes commerciales si le patron n'est pas actif et n'est pas exemplaire sur les réseaux sociaux. Si le patron n'est pas, ne fût-ce que, je ne me contente pas uniquement de participer à une session de conscientisation, mais il ne se montre pas exemplaire, ce sera en tout cas sans fibre de liège, sans les troupes de fibre de liège. J'en ai marre de me battre contre des moulins. Et donc, en effet, la première chose, il faut que le patron devienne le premier social seller. Et naturellement, il a quelques avantages. Déjà, donc moi je vous ai dit que j'étais un ghostwriter, un nègre pour les patrons sur les réseaux sociaux. Auparavant, on était très timorés. On leur disait, on va parler de sa marque à hauteur de 20%, ce qui est en général admis par tout le monde. Hein. Vous publiez beaucoup pour à hauteur de 20% parler de votre marque. Sachez que les patrons, sans impact sur l'audience, peuvent aller bien au-delà de 50%. Donc plus d'une fois sur 2, vous parlez de votre boîte. Et quand vous réfléchissez bien, c'est juste normal. Si le patron ne fait pas le job d'être le premier promoteur de ses équipes, de ses services, mais qui est-il, quoi? On a un patron, il y a 49 000 personnes en dessous de lui.
Donc naturellement, si lui ne montre pas l'exemple en termes de visibilité sur les réseaux sociaux, qui va le faire? Autre avantage, c'est qu'il va fixer les balises communicationnelles. Pour que ça marche sur les réseaux sociaux, il faut oser. Et c'est vrai que les patrons dont on s'occupe, on leur fait prendre, on ne cherche pas le bad buzz, hein, mais à un moment donné, on va un petit peu abîmer son logo, etc. On va être le pirate de son marketing un peu trop corporate, et on va fixer des balises communicationnelles. Et on va s'apercevoir que les gens, progressivement, prennent de plus en plus de risques en respectant les balises qui ont été fixées par le patron. Donc ça ne sert à rien de s'amuser à faire une charte de bonne conduite. Il suffit d'être exemplaire, de fixer les balises communicationnelles. Pour les PME, c'est également très important, c'est qu'un patron, moi quand j'envoie par Rosiana, c'est vrai que Rosiana, elle doit un peu négocier, parfois, si elle veut négocier un prix et tout, elle va peut-être pouvoir m'appeler. Moi, quand je négocie, je connais mes tarifs et tout. Donc en effet, je peux amender mon offre, etc. Donc le fait que le patron soit sur le terrain, ça apporte pas mal d'avantages, quoi. Et ça accélère la vente. Et également, moi, c'est une très grande surprise pour moi, on aime les people. On aime bien d'avoir ces petits héros. Et donc des patrons comme ça, qui sont très visibles, naturellement, ils attirent du monde. Et ce n'est pas des patrons de très grosses boîtes, hein. Donc le premier vrai patron social seller, il s'appelle Sylvain Tillon. Sylvain Tillon, c'est Tilki, Loïc? Tilki, j'arrive jamais à le dire. Tilki. Loïc, lui, il gère une équipe de 10 personnes. Mais par contre, il ramène 16 leads par semaine. 16 leads. Simplement en faisant son Jean-Jacques sur les réseaux sociaux. On dit Jean-Jacques, c'est une expression bruxelloise, c'est quelqu'un, un Jean-Jacques, c'est quelqu'un qui vient de l'aristocratie mais qui a raté ses études et qui a un petit 2. Mais qui parle bien. Alors il me reste 2 minutes, donc je vais augmenter mon temps de parole pour les questions-réponses, parce que je pense que de devenir le premier patron d'une boîte et de montrer l'exemple sur les réseaux sociaux, si vous ne passez pas par cette étape-là, ça va être très, très, très compliqué. Et en tout cas, je vous assure que ça ne sera pas avec moi. Et je pense même que c'est la seule solution pour l'instant.